Bonjour tout le monde. Donc nous continuons notre chapitre intitulé Entraînement physique structuré continu. Donc c'est l'intitulé général pour une série de cours relatifs aux différentes capacités de conditions physiques. Voici un petit rappel de ce que nous avons déjà donné au cours des précédents cours. Donc nous rappelons, par cette diapositive, nous rappelons la composition de l'entraînement physique. Nous avons dit que l'entraînement physique, c'est le développement de l'ensemble des capacités de conditions physiques, ainsi que l'ensemble des capacités coordinatives. Nous avons expliqué que les capacités de conditions physiques se basent essentiellement sur le processus énergétique et que les capacités coordinatives se basent essentiellement sur la régulation nerveuse. La souplesse prend place entre ces deux ensembles de capacités, alors que la capacité de conditions physiques, c'est clair, c'est un triangle, ce sont les trois grandes capacités connues, ces capacités de force, ces capacités d'endurance, ces capacités de vitesse. Par contre, les capacités coordinatives, ce sont 7 capacités de coordination connues, à savoir la combinaison motrice, la réaction motrice, l'équilibre moteur, l'analyse motrice, la réadaptation motrice, et j'en passe. Donc, pour la souplesse, elle n'est classée ni condition physique, ni capacité coordinative, c'est une qualité complémentaire puisqu'elle se base sur le processus énergétique et sur la régulation nerveuse, justement. Voici, à présent, en s'intéressant exclusivement, en s'intéressant particulièrement aux capacités de conditions physiques, nous retrouvons les trois grandes capacités physiques que nous avons citées tout à l'heure, à savoir l'endurance, les capacités d'endurance, les capacités de force et les capacités de vitesse, entre lesquelles se crée entre lesquelles on doit envisager d'autres combinaisons, à savoir l'endurance de force, entre l'endurance et la force, l'endurance de force, entre l'endurance et la vitesse, l'endurance de vitesse, entre la force et la vitesse, c'est la force-vitesse. Et enfin, entre l'endurance et la force-vitesse, c'est l'endurance de force-vitesse. Voici donc quelques définitions relatives à l'endurance, puisque c'est le thème d'aujourd'hui. La dernière fois, nous avons traité les capacités de force. Aujourd'hui, on traite les capacités d'endurance. Donc l'endurance est définie comme étant la capacité psychique et physique que possède l'athlète pour résister à la fatigue due à une diminution sensible de l'apport énergétique. L'endurance est aussi définie comme étant la faculté de maintenir le plus longtemps possible un certain pourcentage de la puissance. Donc les deux définitions sont les plus simples et les plus expressives pour définir l'endurance. L'endurance générale et l'endurance. Qu'entendons-nous par l'endurance générale et l'endurance spéciale? Alors l'endurance générale varie en fonction de la spécialité et dépend de quelques qualités fonctionnelles fondamentales qui interviennent dans plusieurs types d'activités. Par contre, l'endurance spécifique désigne la capacité à résister à la fatigue due aux charges qui mobilisent de façon maximale les ressources fonctionnelles de l'organisme dans le cadre d'une discipline donnée. Sur cette diapositive, nous avons rassemblé l'ensemble de la terminologie et des concepts relatifs aux capacités d'endurance. Les différentes classifications, bien entendu, c'est en fonction du critère de classification que nous avons les différents concepts relatifs à l'endurance. Donc si nous prenons comme critère la musculature mise en jeu, on peut parler d'endurance locale et d'endurance globale. Si
Si, bon, je reviens sur ce concept. Donc, l'endurance locale, on peut parler de l'endurance des membres inférieurs, comme on peut parler de l'endurance des membres supérieurs, ou bien, par contre, pour l'endurance globale, c'est l'endurance du système cardiovasculaire, la capacité à fournir, la capacité à endurer un effort par l'ensemble des groupes musculaires du corps. Par rapport à la spécialité sportive, nous avons de l'endurance spécifique et l'endurance générale. L'endurance spécifique, c'est l'endurance qui est sollicitée principalement, prioritairement principalement, je dirais, dans une spécialité donnée. Par contre, l'endurance générale, ce sont les autres composants de l'endurance qui viennent en soutien et en complément à cette endurance spécifique. Donc, on revient sur la classification des concepts relatifs à l'endurance. Nous avons dit que, en fonction du groupe musculaire mis en jeu, nous avons défini deux types d'endurance, l'endurance locale et l'endurance globale. Par contre, par rapport à la spécialité, nous parlons d'endurance spécifique à la spécialité et d'endurance générale. Pour l'endurance locale et globale, c'est l'endurance locale quand il s'agit des groupes musculaires mis en contribution principalement dans un effort. Par contre, l'endurance globale, c'est l'endurance relative à l'ensemble des groupes musculaires du corps. Pour la spécialité sportive, pour l'endurance spécifique et générale, c'est le type d'endurance spécifiquement sollicité dans une spécialité par rapport aux autres types d'endurance qui viennent en appoint et en complément. Parlons maintenant de l'endurance, des concepts relatifs à l'endurance par rapport au métabolisme énergétique sollicité. Là, deux types d'endurance, l'endurance aérobie et l'endurance anaérobie. Et là, peut-être sous l'appellation endurance anaérobie, on peut encore décliner deux autres concepts, endurance anaérobie lactique et endurance anaérobie alactique, si on veut aller en plus profond. Pour ce qui est par rapport à la durée de l'effort, donc nous désignons trois dimensions, trois concepts relatifs à l'endurance, à savoir l'endurance de courte durée, l'endurance de moyenne durée et l'endurance de longue durée. L'endurance de courte durée, généralement, elle ne dépasse pas les 1 minute 30, plutôt les 30 secondes, 30 à 45 secondes. Elle est fondamentalement rattachée à l'endurance anaérobie lactique. L'endurance de moyenne durée, généralement entre 45 secondes et 3 minutes. Et l'endurance de longue durée, c'est au-delà de tout effort et au-delà de 3 minutes. Pour ce qui est de la forme de manifestation, nous l'avons vu tout à l'heure, lorsque l'endurance se combine aux deux autres capacités de condition physique, nous avons l'endurance force et l'endurance vitesse. Et bien sûr, nous pouvons aussi parler d'endurance force-vitesse que nous pouvons rajouter ici. Enfin, en fonction de la manifestation motrice de la force, nous avons l'endurance dynamique et l'endurance statique par rapport au geste. Quand le geste est dynamique, on parle d'endurance dynamique, et quand le geste est statique, on parle d'endurance statique. Bien sûr, c'est que les différentes classifications sont très utiles pour formuler ou bien pour arrêter les objectifs pédagogiques de la science lorsqu'il s'agit du travail de conditions physiques et plus particulièrement du développement des qualités d'endurance. Voici, si nous nous intéressons particulièrement à la quatrième classification ici par rapport à la durée de l'effort, endurance de courte durée, moyenne et longue durée. Donc, par rapport à cette classification qui est généralement la plus utilisée, nous pouvons voir une certaine
certaines correspondances par rapport à la fourniture d'énergie, type d'énergie, et par rapport à l'intensité. Donc, si vous remarquez, l'axe va de donc l'axe du temps, de la durée, va de 0 secondes, 7 secondes, 45 secondes, 2 minutes, 10 minutes, 35 minutes et 90 minutes. Entre 0 et 7 secondes, c'est l'endurance. Généralement, on parle d'endurance, nous sommes dans la zone d'endurance vitesse. Entre 7 et 45 secondes, nous sommes dans la zone d'endurance de courte durée. De 45 secondes à 2 minutes, nous sommes dans l'endurance de moyenne durée. L'endurance, ensuite, on rentre dans la zone de l'endurance de longue durée, hein, qui se départage, qu'on peut distinguer en 3 sous-zones. L'endurance de longue durée, 1, de 2 à 10 minutes. L'endurance de longue durée, 2, c'est de 10 à 35 minutes. Et l'endurance de longue durée, 3, de 35 à 90 minutes. L'axe central, le deuxième axe, nous désigne le type de ressources énergétiques, aérobie, anaérobie. Au-dessus de l'axe, nous désignons le pourcentage de participation de l'énergie de type de source aérobie, et en bas de l'axe, nous désignons l'énergie de source anaérobie. Donc nous remarquons que plus on va vers la gauche, plus la participation des processus de type aérobie tend vers le zéro, alors que les ressources de type anaérobie tendent vers le 100%. C'est de cette façon-là que nous avons qu'il est clair qu'un 100 mètres, ou bien un effort, les sauts, les lancers, tous les efforts brusques, tous les efforts brefs plutôt, et bref, de courte durée, très courte durée, donc généralement sont couverts par ressources, par les ressources énergétiques de type anaérobie. Par contre, plus on va vers la longue durée, 20 secondes, 40, 60 secondes, 90 et plus, pardon, ça c'est le pourcentage, donc plus on va vers 7 secondes, 45 secondes, vers des efforts de plus longue durée, plus la ressource aérobie participe donc en termes de couverture énergétique. Nous voyons que le pourcentage de participation va de plus en plus de 20 à 40, 60, jusqu'à 100% lorsque j'atteins, suivant les efforts de longue durée, entre 35 et 90 minutes. Et l'inverse pour ce qui est de la ressource de type anaérobie, où l'on voit que au fur et à mesure que la durée de l'effort augmente, le pourcentage de taux de participation de l'énergie d'origine anaérobie est en diminution. Si elle est à 100% dans les efforts de très brève durée, et elle est presque à 0% dans les efforts de longue durée, au-delà de 35 minutes. Donc les efforts sont couverts exclusivement par voie anaérobie, alors que les processus anaérobie, le taux de participation de ces ressources anaérobies est beaucoup plus faible. Et on tend vers le zéro. Bien entendu, nous pouvons qualifier ces différentes zones de durée et d'intensité, par un tableau, enfin des appellations particulières d'intensité. Donc nous avons entre 0 et 7 secondes, c'est l'intensité maximale. Entre 7 et 45 minutes, c'est l'intensité très haute. Entre 47 et 2 minutes, c'est l'intensité haute. Entre 2 minutes et
ensuite vient l'intensité assez haute. Et là, on rentre dans la durée, les zones d'endurance de longue durée, type 1, type 2, type 3, donc avec intensité modérée, moyenne, modérée et faible. Voilà donc ce tableau qui nous montre les différentes capacités d'endurance du point de vue fourniture d'énergie, volume et intensité. EV désigne endurance vitesse, ECD endurance de courte durée, EMD endurance de moyenne durée, ELD endurance de longue durée. Voici quelques indices spécifiques de l'endurance. Des indices qui permettent à l'entraîneur sur le terrain d'évaluer, d'apprécier, d'estimer, d'appréhender l'endurance sur le plan, sur le terrain, au point de vue opérationnel. Donc le premier de ces indices, c'est le temps minimum nécessaire pour couvrir une distance de compétition officielle. Bien sûr, le temps d'une distance est un indicateur, c'est un indice spécifique de l'endurance. Les vitesses relevées à diverses étapes de la course, notamment en natation, ou bien même dans les courses en cyclisme, dans tous les sports cyclistes de course généralement, on utilise cet indice, c'est-à-dire les vitesses relevées à diverses étapes de la course. Plus la vitesse est maintenue, ou bien augmentée, ça veut dire que l'athlète jouit d'une bonne condition physique, d'une bonne endurance spécifique. L'aptitude à maintenir, voire à augmenter l'intensité de l'activité motrice pendant une compétition. Dans les sports collectifs et les sports de combat, cette notion de vitesse à différentes étapes, elle s'exprime sous forme d'intensité de l'activité, ou bien de la cadence du combat, ou bien du match, qui devient un indicateur de l'endurance. Le quatrième indice, c'est l'aptitude à maintenir la vitesse des mouvements, même si le volume de la charge augmente. Toujours dans les courses de longue durée. Pouvoir maintenir là une vitesse, même si au-delà d'une certaine durée, c'est un autre indicateur de l'endurance. Accroissement des indices d'intensité en même temps que le volume de charge et de compétition. Ça, c'est un haltérophilie, les lancers, les sauts, pouvoir continuer à augmenter la charge soulevée, etc. Bien les distances lancées ou sautées, malgré l'installation de la fatigue, c'est un indicateur d'endurance. La capacité de conduire un nombre suffisant d'actions effectives au cours d'une compétition et, si besoin, d'en rajouter au cours des jeux ou des combats sportifs. Là, ça concerne les sports collectifs et les combats. Donc, la capacité de conduire un nombre suffisant d'actions effectives au cours d'une compétition, ou bien d'en rajouter, est un indicateur d'une excellente capacité d'endurance spécifique. Enfin, la stabilité technique. Pendant l'exécution des actions de compétition, c'est-à-dire l'absence ou la quasi-absence de déformation sous l'influence de la déformation technique, bien sûr, sous l'influence de la fatigue. Ceci est de première importance pour les sports à haut degré de complexité technique, tels que la gymnastique, le plongeon, le patinage artistique, bien entendu, en plein. Dans ce sport-là, le fait que la technique commence à se déformer, c'est un indicateur de manque de conditions physiques. Mais si l'athlète réussit à maintenir une efficacité, une absence quasi totale de la déformation, de la qualité technique du geste, cela dénote une condition, une endurance spécifique bien approfondie. Voici à présent les facteurs généraux qui déterminent les capacités de l'endurance. 4 grands facteurs qui déterminent l'endurance. Ceci est une matrice globale qui rassemble l'ensemble
ces facteurs qui sont complémentaires, bien entendu. C'est pour cela que nous les avons mis dans une matrice à quatre coins, à quatre composantes. Donc d'abord les facteurs psychologiques, ensuite les facteurs biochimiques, les facteurs physiologiques et les facteurs biomécaniques. Pour ce qui est des facteurs psychologiques. Donc comment est-ce que les facteurs psychologiques influencent ou déterminent l'endurance? Donc ce sont les facteurs psychologiques personnels qui tiennent à la motivation de l'individu, sa détermination, sa ténacité, sa capacité à se contrôler et à sa volonté en général. C'est très déterminant, c'est très utile, c'est très important pour ce qui est. C'est un facteur très important pour cette capacité, notamment, c'est-à-dire la capacité d'endurance. Les facteurs biochimiques. Il s'agit de l'aptitude de l'organisme à accumuler des réserves d'énergie et sa capacité fonctionnelle à assurer le métabolisme de ses ressources, bien entendu. Donc, les réserves énergétiques et l'opérationnalité des métabolismes, l'efficacité des métabolismes de libération de cette énergie sur le plan biochimique est un facteur déterminant pour l'endurance. Ensuite, nous avons les facteurs physiologiques qui sont relatifs à l'aspect fonctionnel. Alors, la régularité fonctionnelle, c'est l'aptitude de l'organisme à maintenir un certain niveau fonctionnel malgré l'installation de la fatigue grâce à l'amélioration notamment de la coordination intramusculaire favorisant l'alternance fonctionnelle des différentes fibres du muscle. Là, bien sûr, pour ce qui est des facteurs physiologiques, c'est lié notamment à la coordination intramusculaire, c'est-à-dire coordination entre les différentes fibres musculaires, sachant que le muscle qui travaille, généralement, il s'engage avec un certain nombre, un certain pourcentage de fibres musculaires qu'il laisse un autre pourcentage en récupération. Donc il s'agit d'un roulement entre les différents, un roulement d'activation des différentes fibres musculaires lors de l'effort. Donc ce mécanisme-là est un facteur physiologique qui définit bien sûr l'endurance, soit générale, soit spécifique. Les facteurs biomécaniques. L'amélioration, pour ce qui est des facteurs, c'est l'amélioration du rendement, c'est-à-dire réduction de la dépense d'énergie par unité de travail lorsque s'élève le niveau d'entraînement. L'amélioration de la coordination intermusculaire, cette fois-ci, favorise l'apprentissage d'une distribution rationnelle de l'effort. Et c'est une aptitude indispensable à l'usage efficient des ressources énergétiques de l'organisme. Donc, la coordination intermusculaire est très importante, c'est-à-dire le geste du point de vue biomécanique, c'est-à-dire technique, qui revient à dire sur le plan technique, le geste est au point sur le plan technique, meilleur est le rendement, c'est-à-dire que l'organisme va économiser ses ressources énergétiques et les répartir de la meilleure façon, la façon la plus rationnelle, la plus optimale pour couvrir l'ensemble de l'effort ou bien de la partie sportive. Ce sont donc les quatre grands facteurs, quatre facteurs généraux qui déterminent les capacités de l'endurance. Si on zoomait un tout petit peu un peu plus sur les facteurs énergétiques qui déterminent les capacités d'endurance, ce qu'on a appelé tout à l'heure le facteur énergétique ou bien le facteur biochimique. Donc les facteurs énergétiques déterminant les capacités d'endurance, ce qu'on appelle le potentiel énergétique. Donc le potentiel énergétique est réellement constitué du potentiel aérobie, du potentiel anaérobie et du seuil anaérobie. D'ailleurs, l'évaluation du potentiel énergétique se fait à partir de ces différentes composantes. Donc, pour le potentiel aérobie, ce qui est important, c'est la puissance aérobie notamment, évaluée par la VO2 max. Par contre, pour le potentiel anaérobie, donc il s'agit
il s'agit du potentiel anaérobie à lactique et lactique, bien sûr, sous ces dimensions, puissance et capacité. Donc, puissance et donc un bon potentiel anaérobie, ou bien le potentiel anaérobie est lié à la puissance et à la capacité des processus alactiques et lactiques. Enfin, le seuil anaérobie est un autre indicateur, ou bien est un facteur du potentiel, est un facteur déterminant du potentiel anaérobie, car il désigne le moment où le seuil, ou l'instant de basculement à partir des ressources aérobies vers les ressources anaérobies. Bien entendu, plus un muscle couvre les besoins énergétiques par voie aérobie, plus il sera endurant. Donc reculer le plus possible le seuil anaérobie pouvoir reculer le seuil anaérobie le plus possible fait partie du potentiel énergétique global. Donc c'est l'ensemble de ces composantes-là qui constituent le potentiel énergétique que nous avons désigné tout à l'heure de facteur biochimique. Donc quelques définitions par rapport à ces différents concepts relatifs au potentiel énergétique. Donc le potentiel aérobie, c'est l'aptitude qu'a l'individu de couvrir des efforts physiques par une énergie issue des processus oxydatifs aérobies, faisant intervenir l'oxygène. Aérobie veut dire faisant intervenir l'oxygène. Par contre, le potentiel anaérobie, c'est l'aptitude qu'a l'individu de couvrir des efforts physiques par une énergie issue des processus non oxydatifs, ne faisant pas intervenir l'oxygène. Bien entendu, le détail de ces processus, de ces phénomènes-là, relève de la matière de biochimie. Ce qu'on pourrait dire du potentiel anaérobie à lactique, c'est qu'il permet la réalisation d'exercices très intenses et très brefs en l'absence d'oxygène en anaérobie et sans production d'acide lactique. C'est pour ça que nous l'avons appelé processus anaérobie alactique. Le potentiel, par contre, le potentiel anaérobie lactique ou glycolyse anaérobie permet à l'organisme d'obtenir de l'énergie en l'absence d'oxygène. En l'absence d'oxygène, c'est donc anaérobie, mais avec apparition de lactate. L'apparition de lactate, c'est pour ça qu'il est appelé lactique. Donc, potentiel anaérobie lactique. Enfin, le seuil anaérobie est défini comme étant une intensité de travail exprimée soit en termes de puissance, soit en pourcentage de puissance maximale aérobie, qui induit dans le sang l'apparition du lactate à un taux de 4 millimoles par litre de sang. Donc, le seuil anaérobie a été défini comme étant la puissance, le pourcentage de la PMA, donc la puissance du travail, l'intensité du travail, ou bien le pourcentage de la PMA, qui revient à la même chose, qui induit l'apparition de lactate au-delà de 44 millimoles d'acide lactique dans le sang. Donc à partir de ce seuil-là, nous pouvons dire que l'organisme, le métabolisme a basculé dans les processus anaérobie. C'est pour ça qu'il est désigné de seuil anaérobie. Bien entendu, ce facteur est très déterminant pour l'endurance. Sachant que plus l'athlète réussit à reculer son seuil anaérobie, par les entraînements, l'entraînement va induire un certain recul du seuil anaérobie, ce qui va se répercuter par une meilleure endurance. Puissance et capacité d'une ressource énergétique. La capacité, c'est la quantité d'énergie globale que peut produire une ressource. La puissance, par contre, c'est la quantité d'énergie utile par unité de temps, à l'instant T. Les différentes filières, aérobie, glycolyse anaérobie, anaérobie lactique, ou bien du métabolisme des phosphagènes, c'est-à-dire alactique. Par contre, la glycolyse, c'est lactique.
Voici donc, ce sont des définitions très simples de mathématiques, de la capacité et de la puissance. La capacité, c'est la quantité totale, globale. Par contre, la puissance, c'est la quantité par unité de temps. Ce tableau nous résume les différentes zones de puissance et de capacité définies par les spécialistes. Nous avons donc, en combinant le facteur durée, intensité, donc tous les efforts qu'on peut fournir dans le cadre des activités sportives de haut niveau peuvent être classés ou départis en 4 zones. La zone 1, la zone 2, la zone 3 et la zone 4. La zone anaérobie lactique, la zone anaérobie alactique, la zone anaérobie lactique, la zone 2 c'est la zone anaérobie lactique, la zone 3 c'est la zone anaérobie, c'est la zone mixte, et la zone 4 c'est la zone aérobie. Donc en termes d'intensité, sur la zone 1 nous sommes dans une intensité maximale, zone 2 submaximale, zone 3 c'est l'intensité élevée, et la zone 4 c'est l'intensité modérée. En termes de durée de travail, la zone 1 c'est au-dessous de 20 secondes, la zone 2 c'est de 20 à 5 minutes, de 20 secondes à 5 minutes, la zone 3 c'est de 5 minutes, de 20 à 5 secondes pour la deuxième, de 20 secondes à 5 minutes, voilà, et la zone 3 de 5 minutes à 30, de 5 à 30 minutes, et la zone 4 au-delà de 30 minutes. Pour ce qui est du débit énergétique, donc là, en zone 1, vous remarquez un débit énergétique d'environ 18, en termes de kilojoules par seconde. Le 18, par contre, dans la zone 2, il est de 18 à 2. Donc on voit que le débit est nécessaire, c'est-à-dire la quantité d'énergie par unité de temps diminue en allant de la zone 1 vers la zone 4. Ensuite, de 2 à 1,6 kJ par seconde. La zone 4, c'est de 1,2 kJ. Dépense énergie totale. Par contre, les efforts de brève durée, la quantité totale d'énergie, elle est plus petite, moins importante dans les zones de gauche, intense par rapport aux zones moins intenses. Donc, en termes de consommation d'oxygène, vous remarquez que la consommation d'oxygène sur les zones rouges, les zones intenses, et donc là, elle est notamment la zone 1, elle est de 1,5 litres, ce qui n'est pas très important parce que les efforts se déroulent exclusivement par voie anaérobie lactique. Dans la zone 2, l'intervention du processus aérobie se fait sentir quand même. On voit qu'elle est marquée presque maximale. Par contre, la zone 3, la zone aérobie, la zone 3, c'est la consommation d'oxygène maximale, c'est vraiment toucher 100 plat. Et dans la zone 4, les efforts modérés et faibles, donc inférieur au maximum, il va de 5,2 à 5,5 litres par minute.
D'autres indicateurs sont donnés sur ce tableau, donc, à savoir le rapport entre oxygène et besoin. Donc là, c'est très intéressant comme indicateur. Donc pour la zone 1, c'est inférieur à 10%, à 1 pour 10. Pour la zone 2, c'est entre 1 pour 10 à 50 pour 10, à 1 sur 2. Par contre, à la zone 3,